On est en direct. Pierre, bonjour. Salut Fabien. Ravi de te retrouver aujourd'hui pour parler, une fois n'est pas coutume, de santé, d'immunité, d'hormèse et de vision positive sur notre état d'être. C'est un plaisir, comme toujours, d'être avec toi, cher camarade, pour parler Ben oui, de... d'autant plus que là, on est sur un nouveau format et il me semblait impensable, injustifiable pour les gens qui nous suivent que tu ne sois pas présent le premier. Donc pour inaugurer voilà, cette nouvelle rencontre de live hebdomadaire où j'interviewerai et j'échangerai avec beaucoup de personnes issues de plusieurs milieux, le milieu de la santé, mais pas que. Donc la prochaine personne que je vais inviter, c'est vendredi à 18h30, c'est le docteur Dominique Hérault, qui a un parcours assez exceptionnel dans des dispensaires, d'homéopathes, d'acupuncteurs, de médecine de terrain, d'études sur les vaccins, etc. Et puis la semaine prochaine, ça sera Emma Cruzy, jeudi à 20h, qui va nous parler d'engagement personnel dans une situation de crise, que ce soit celle qu'on traverse ou autrement, une crise familiale, professionnelle. C'est en gros comment on se positionne et on soit l'action. Et l'action, toi, c'est ce que tu promeus largement dans tes propos, tes formations, tes vidéos YouTube. Il paraît que des gens ne te connaissent pas, Pierre. Est-ce que tu pourrais te présenter? C'est gentil. Très touché vraiment d'être le premier à inaugurer tout ça et cette nouvelle aventure. Et bravo, avant que je me présente, pour tout ce que tu fais ces derniers temps, cher ami. Je trouve ça très fort, cet engagement. Oui, alors me présenter, moi j'aime me définir comme un homme libre avant tout. Mais ça, normalement, il ne faudrait pas que je le dise, il faudrait qu'on puisse s'en apercevoir en me voyant. Au-delà de ça, j'œuvre dans le monde de la santé depuis presque 10 ans maintenant. Je suis passé par différentes formations, dont la naturopathie. Oh là, je suis en grand. Je me suis fait zoomer. Et la naturopathie, c'est sûr que ça a été mon socle de base. Et j'ai très rapidement eu l'envie de transmettre en fait des choses qui me semblaient complexes dans la physiologie, mais évidentes pour pouvoir conduire en fait son chemin de vie, par des formulations, des mots, des phrases qui étaient simples et qu'un enfant pourrait comprendre. C'était vraiment ça le but de ma démarche derrière la création de Verisme TV, donc qui est ma chaîne YouTube. Et ça m'a toujours poursuivi. Donc c'est vraiment, c'est pas qu'est-ce que je sais, c'est comment je le transmets. C'est vraiment ce qui m'a toujours animé. Donc voilà, c'est un parcours qui m'a mené vers en fait découvrir les joies du renforcement et du dépassement de soi, ce qui n'était pas prévu, mais ce que j'avais en fait depuis toujours au fond de moi. C'est, je me rappelle, je me suis souvenu il y a la semaine dernière en fait, en tournant une formation, voilà, c'est toi qui as l'exclusivité de la nouvelle, mais on vient de tourner une formation vidéo avec Idriss Aberkan tous les deux. Et en tournant cette formation-là, je me suis souvenu qu'en parlant de l'hormèse, peut-être la première fois où j'ai expérimenté ça, me mettre volontairement en fait dans une zone d'inconfort en pensant que ça allait me renforcer, c'était quand j'étais petit au collège et qu'il fallait faire le monter à la corde. Je ne sais pas si tu as eu ça quand tu étais au collège. C'était un enfer sur Terre. C'est-à-dire que j'y arrivais pas parce que j'étais un peu en surpoids et j'arrivais même pas à faire même pas à 1 mètre, quoi, à me décoller du sol. Et en fait, j'ai forcé mon père à m'acheter une corde pour la mettre dans mon jardin et m'entraîner dans mon coin. Et ce truc, en fait, de me dire, il y a un truc qui me fait peur dans ma vie, donc je vais le mettre dans mon lit, je vais carrément le mettre dans ma chambre, tu vois, au plus près, je vais dormir avec, et tellement que ça va devenir une force, ça m'habite, en fait, depuis que j'ai vraiment en bas âge. Alors, je sais pas d'où ça vient. Bref, ça a été pareil pour le froid, ça a été pareil pour l'exercice physique, qui n'était pas du tout mon apanage vraiment jusqu'à mon adolescence. Et voilà, donc ça m'a mené vers le monde de la performance. Je me suis éloigné un petit peu de la naturopathie pour aller plus dans ce milieu-là, mais tout se rejoint finalement. Et voilà, donc maintenant, je m'éclate à accompagner des athlètes de haut niveau aussi, mais toujours monsieur et madame tout le monde dans des stages, des formations en ligne, etc. Et tu écris aussi. Oui, cher éditeur, j'écris avec grande joie, puisque je suis accompagné par des belles personnes comme toi. C'est un processus, comme le dit Ido Portal, c'est vraiment dans le processus qu'on trouve l'accomplissement. C'est déjà la récompense, le fait de faire. Donc, j'écris pas pour un but, mais j'écris vraiment parce que ça m'apporte une joie. C'est épanouissant. Donc, j'écris.
Je vais essayer de vous pondre des livres d'aventure dans le corps humain, comme on peut le voir dans Il était une fois la vie, qu'on a en fond d'écran magnifique. Merci Fabien pour ce fond d'écran superbe, parce que c'est vraiment ça la philosophie de l'histoire, mais aussi des livres sur le renforcement, sur l'hormèse, sur la santé. Voilà, j'aimerais que plus tard, quand je serai vieux, tu vois, que je ne pourrais plus faire des tractions à 45 kilos comme je fais maintenant, qu'on me connaisse comme un écrivain, comme un philosophe. Et ça me ferait vraiment jubiler. Eh ben, écoute, merci pour les grandes lignes de ton parcours. Il y a plein d'autres choses aussi qui sont très bien résumées sur ta chaîne YouTube où tu fais beaucoup de pédagogie sans te prendre au sérieux. C'est pour ça que cette image-là de la vie, elle représente bien ce que tu fais puisqu'on aime aussi. C'est-à-dire qu'on a un côté très enfantin à partager des choses techniques, des choses des fois douloureuses autour de la maladie, mais on le fait toujours avec joie. Et justement, le thème d'aujourd'hui, sur lequel on va échanger 40 minutes les deux, et puis après on prendra des questions pendant une vingtaine de minutes, eh bien c'est vraiment de se dire quel positionnement on peut adopter par rapport à une situation sanitaire qui soit personnelle, la nôtre, ou plus globalisée, comme dans une société, dans une époque. Là, ce qu'on traverse depuis un an, on a beaucoup de rapports à la maladie. Et bien là, on pourrait se dire, est-ce que c'est une vision fataliste ? Ou alors, est-ce que c'est un positionnement déjà de l'esprit et de l'état d'être, de dire, je peux être acteur de recherche et d'information, acteur au niveau de mon comportement, et puis qu'en fait, je puisse décider de me renforcer. Alors, l'anecdote de la corde à sauter, elle est très parlante, parce qu'il y a deux situations par rapport à ce que tu as vécu. C'est, je peux dire, je suis un gros nul, je reste dans mon coin, je me positionne en victime, je me fustige, je me flagelle, ou alors ça va être dur, mais je vais y aller, je vais progresser, et puis non seulement je vais arriver à grimper à la corde, mais ça va me donner aussi une impulsion pour autre chose. Alors ça, c'est tout ce que tu proposes à travers la vision de l'hormèse. Est-ce que tu pourrais déjà nous fournir, toi, ta définition de l'hormèse ? Bien sûr. L'hormèse, c'est synonyme de gain, c'est synonyme d'amélioration, hein, un processus hormétique au niveau cellulaire. C'est simplement pour dire qu'il y a eu amélioration. Donc, ce que n'est pas l'hormèse, c'est vraiment, il faut se le marteler, ce que n'est pas l'hormèse, c'est se coincer le doigt dans la porte sans arrêt. C'est la douleur. Hein. Parce que les gens, maintenant, depuis qu'on en parle, aux États-Unis, hormesis, c'est vraiment très connu, et tout le monde en parle. Par contre, hormèse en France, c'est vrai que peut-être j'ai été l'un des premiers à en parler. Et dès qu'il y a un truc qui fait mal, maintenant, c'est « Ah, je fais de l'hormèse ». Tu vois, c'est très mal tourné, et même c'est un contresens en fait. Parce que un processus hormétique, c'est un processus d'amélioration d'un organisme, d'un système complexe, pour dire les choses plus largement. Donc en fait, c'est un rebond positif. C'est-à-dire qu'il va y avoir une chute, une phase de choc, l'organisme est exposé à un stress, un agent stressant, et le point d'arrivée va dépasser le point de départ, c'est-à-dire quand on va rebondir, on va dépasser le point de départ. On a étudié ça très facilement, toujours dans les extrêmes. Hein. Vous savez que le vivant s'apprécie dans les extrêmes. Quand il y a eu la mode du bodybuilding avec Arnold Schwarzenegger, par exemple. Tous les pratiquants de musculation connaissent la surcompensation musculaire, c'est-à-dire vous choquez l'organisme dans une salle de sport, vous dormez et vous mangez bien, le lendemain, vous avez plus de muscles que la veille. C'est uniquement ça, sauf que ce principe de surcompensation face au stress, il est applicable à votre système nerveux, immunitaire, hormonal, cardiovasculaire, toute l'entièreté de votre organisme. En fait, la règle, c'est que dans les systèmes complexes, qui sont antifragiles à la base, ça veut dire qu'ils se renforcent par rapport au stress, ce qui me tue renforce les autres. Donc c'est pour un petit peu changer la phrase de Nietzsche, ce qui tue une cellule renforce le système cellulaire. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est une petite dose de poison, comme l'avait étudié Mithridate, qui était un roi perse, et qui avait commencé en fait l'hormèse par la mithridatisation. Il s'injectait des petites doses de poison pour renforcer son immunité et être insensible au poison. C'est exactement ça, c'est une petite dose de quelque chose qui est toxique. Si c'est à la bonne dose et si c'est adapté au terrain de la personne, va faire qu'il va y avoir un renforcement. Donc voilà pour la définition de l'hormèse, j'espère que j'ai été clair. Très clair, puis je pense que ça parle à tout le monde, et tu as raison de préciser qu'aujourd'hui, il y a vraiment une incompréhension, enfin un amalgame qui fait entre douleur et hormèse,
c'est qu'il y a stimulation jusqu'à une limite raisonnable. Et c'est là où justement toute la pédagogie de celui qui transmet l'information ou la pratique de l'hormèse est importante. Et qu'aujourd'hui, on vit dans un monde de confort, de plaisir, d'hédonisme, on pourrait le dire, et puis que là, ce qui est promu même dans la situation sanitaire actuelle, c'est le zéro danger, c'est le zéro inconfort, et c'est le confort maximal, même si on doit avoir des symptômes grippaux. Là, attention, 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 on va préférer une prise en charge très lourde, très globale, pour rester dans un confort maximal. Or, ce qui a fait que l'homme a réussi à survivre, c'est sa capacité d'adaptation. Une sélection génétique aussi, on parlera de l'épigénétique, et puis donc cette capacité à enregistrer dans ses cellules une mémoire par rapport à un environnement, parce que l'hormèse, c'est simplement adapter l'organisme à son environnement. Est-ce que tu pourrais nous parler d'épigénétique? Parce que là, on a beaucoup parlé de génétique, et puis on se rend compte que le Covid, par exemple, si on le prend, parce que là c'est un sujet d'actualité plus brûlante, un conjoint va l'avoir, et le conjoint ou la conjointe en face ne va pas l'avoir. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas tous égaux. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas tous égaux, Pierre? Notre environnement. C'est vrai que l'homme avec un grand H, donc l'homme et la femme, sont à l'image de leur environnement directement, vraiment très directement. Et depuis les travaux de Bruce Lipton et la biologie des croyances, qui a un peu révolutionné ce terme d'épigénétique, on le sait. On sait très bien qu'il y a un patrimoine génétique. Et c'est vrai qu'il y a des prédispositions. Par contre, à quel point l'environnement va influencer le comportement en fait, cellulaire, ça, on est très loin, à mon avis, encore d'imaginer toutes les conséquences que ça peut avoir et tous les chamboulements que le changement d'un environnement peut avoir sur un individu. On prend souvent l'exemple de vrais jumeaux qui ont vécu ensemble toute leur adolescence, jusqu'à l'adolescence, et puis leur parcours de vie change, et puis à l'âge adulte, il y en a un qui part vivre dans un pays étranger, et là, ils se retrouvent 10 ans après et on voit bien que les physiques ont complètement changé et il y a plein de trucs différents alors qu'ils étaient vraiment identiques à la base, jusqu'à l'adolescence. Pour faire simple, vous avez dans vos cellules de l'ADN, on code, on code comme des recettes de cuisine, des protéines. Donc il y a la recette de cuisine de la protéine A, la recette de cuisine de la protéine B, etc. Et on pensait que ça allait que dans ce sens-là, c'est-à-dire l'ADN dans le noyau donnait naissance à une protéine. Et bien maintenant, on s'est rendu compte que les informations qui viennent de l'extérieur de la cellule, que ce soit des neurotransmetteurs, des hormones ou des peptides, peu importe, vont faire que ce qui faisait sortir l'information du noyau, c'est-à-dire l'ARN messager, ça peut aller dans le sens inverse. C'est-à-dire, les signaux peuvent donner une information à l'ARN messager qui re-rentre au niveau du noyau et qui, là, non seulement peut changer l'expression de certains gènes, mais qui même pourrait changer les gènes en eux-mêmes. Donc, voilà, c'est un long chemin pour dire que l'être humain vraiment est à l'image de son environnement, et ça veut dire être exposé à la volatilité. Les systèmes linéaires qu'on nous propose actuellement sont mortifères. C'est-à-dire que le mouvement, c'est la vie. Comme tu l'as très bien dit, c'est l'adaptation. Le vivant, s'il est arrivé à ce niveau de complexité que l'on est actuellement, c'est parce qu'on a tapé dans des murs, parce qu'on a tapé dans des problèmes à résoudre, et on a évolué jusqu'à une complexité qui est maintenant capable de faire des lives sur ordinateur, enfin des trucs complètement fous, et à philosopher sur tout ça. Ça, c'est uniquement parce que le vivant a tapé dans des murs, et c'est vraiment été face à des problèmes, et les problèmes de base de la physiologie, c'est comment je fais pour survivre dans un environnement froid, chaud, en période de raréfaction de nourriture, s'il faut que je jeûne, s'il faut que je cours, s'il faut que je me batte. Et malheureusement, de nos jours, on linéarise tout ça. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait d'anicroche, il ne faut pas qu'il y ait de sursaut, etc. Il faut que ce soit prêt à 20 ans pour votre maison. Il faut que tout soit crédit bancaire, etc., carrière linéaire. Il n'y a rien de plus mortifère. Notre physiologie a soif de hasard. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Mais écoute, ravi de te l'entendre dire. Parce que c'est vrai qu'on a une tendance à standardiser les choses. Ce qui peut être bloquant pour l'individu en disant je suis pris dans un espèce de tenaille où j'ai pas de possibilité d'exister individuellement. Ce que tu évoques avec les jumeaux, c'est très parlant. Alors, ça correspond à une expérience menée par la CIA, une expérience assez sombre qui a visé à séparer des jumeaux
qui avaient le même code ADN, donc des vrais jumeaux issus du même œuf, et on les sépare à la naissance à différents endroits des États-Unis. C'était souvent des enfants qui avaient eu des milieux sociaux défavorisés, etc., pour voir en fait l'influence de l'épigénétique. Donc c'est à partir de ces expériences un petit peu sombres et très glauques qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une influence de l'environnement. Et comme tu le disais, ben, il y a un jumeau qui va déclarer du diabète, du cholestérol, qui va avoir des aptitudes physiques et l'autre non. Et en fonction, ça sera en fonction des stimulations de son environnement, des stimulations alimentaires, des stimulations physiques, des stimulations au niveau du système respiratoire. Et ça, je pense que c'est un message fondamental à faire passer, c'est que oui, bien sûr, on hérite d'une génétique de la part de nos ancêtres, papa, maman, toute la lignée ascendante, mais qu'il n'y a pas de fatalité, même si on réfléchit à être parent, on n'est pas obligé de transmettre nos gènes parce qu'il y a une grande part qui est liée à, alors tu parlais de Bruce Lipton, la biologie des croissances, etc., ben, il a beaucoup parlé aussi de l'épigénétique, que ce soit de manière pratique et de manière théorique, parce que c'est très réflexif et tout de suite, ça nous responsabilise. Et là, j'avais envie qu'on échange les deux là-dessus, Pierre, sur cette notion de responsabilité, parce qu'une fois qu'on a acquis la connaissance, la certitude, eh ben, à un moment donné, il faut passer à l'action. Alors, c'est se mettre au défi, se mettre au challenge, comme tu le dis souvent. Concrètement, quels sont les facteurs de santé qui nous permettent de modifier cette fatalité génétique et de basculer vers une épigénétique vertueuse? Vous devez faire tous les jours 35 secondes de bain froid. Non, je rigole, c'est pas ça. Surtout si vous entendez ça de la bouche de quelqu'un de lambda sur YouTube, n'écoutez pas ces conseils. Hein. Tout ce qui est quantitatif, il faut changer cette philosophie quantitative. Il faut trouver ce qui vous correspond à vous. Parce que cette question-là, on la pose souvent, c'est-à-dire, ok, on passe à la pratique, d'accord. Mais qu'est-ce que je peux faire là demain? Est-ce que je fais une douche froide? Est-ce que je fais un sauna? Comment ça se passe? Eh ben, étant donné que je ne suis pas dans votre peau et que je ne vous connais pas, que je ne connais pas vos ressentis, que je ne sais pas votre passif, etc., c'est difficile de vous conseiller. Donc, c'est d'abord réhabiliter en fait une écoute intime de son corps. C'est bateau comme réponse et ça peut sembler être un petit peu farfelu et de la flûte, mais s'il n'y a pas ça comme base, cette prise de recul et son écoute personnelle, on s'en va vers une démarche très dogmatique. C'est-à-dire, on va trouver voilà, un programme d'entraînement par le froid, par l'exercice physique, par ceci ou cela, qui sera en fait une collection de règles dictées par un autre, trouvées par un autre, qu'on va essayer de se coller sur la figure. Donc, voilà, c'est d'abord se dire qu'on va expérimenter les choses et par tâtonnement et bricolage, on va trouver la formule qui nous plaît et qui nous va, en fait, pour se renforcer. Ça passe par la clinique qu'on aime tant tous les deux, naturopathes que l'on est, l'écoute des sensations du corps, l'analyse de notre narration interne. Qu'est-ce qu'on se raconte quand on se met dans l'inconfort volontairement? Quelle est notre narration interne? La couleur de notre peau, nos niveaux d'énergie, nos selles, nos urines, tout ça, ça constitue vraiment le fondement, en fait, la base d'observation pour pouvoir après se dire, bon, ben, la douche froide du matin, c'est un bon challenge pour moi. Déjà, c'est costaud. Eh ben, je vais essayer de caler ça. L'exposition au chaud, je le crains pas. Ben là, je vais me faire un petit sauna une fois par mois ou un bain chaud, très chaud, une fois par mois. L'exercice physique, par contre, j'aime pas du tout. Donc, voilà, je vais pas m'y mettre. Je vais pas le faire. Par contre, me renforcer par la respiration, faire des techniques de respiration, que ce soit favoriser le système nerveux sympathique ou parasympathique, ça me branche, ça me dit bien. Voilà, c'est uniquement par tâtonnement qu'on va pouvoir jouer avec les grands principes du vivant que je viens d'évoquer, c'est-à-dire l'exposition aux éléments naturels, à la nature et à la variation de température, des techniques de respiration et apprendre à bien respirer, voire à pratiquer le renforcement par des rétentions, de l'apnée, etc. Le renforcement par le mouvement, alors qu'on recherche à améliorer son cardiovasculaire ou sa masse musculaire, peu importe. Le renforcement par le jeûne et l'alimentation, pratiquer ce que tu connais si bien, qui est voilà, s'abstenir de nourriture, parce qu'on se sent en ce moment pléthorique et trop plein, et on a besoin de faire un repos digestif et même mental. Voilà, c'est jouer sur ces grands principes qui sous-tendent le vivant, et surtout pas aller prendre une règle qui appartient à un autre. Super, parfait. Donc tu as listé l'activité physique, tu as listé les bains hypothermiques et hyperthermiques.
l'alimentation, le jeûne, et on pourrait rajouter aussi la confrontation à des informations qui nous semblent contradictoires et qui nous sortent de nos zones de confort. Et donc là, ça peut être très, 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 très large. Mais en gros, c'est d'expérimenter et puis de ne pas voir la vie comme quelque chose de doudou et de confortable. Et ce qu'on a tendance à faire naturellement par le repli du confinement, par exemple, où on est bien au chaud dans nos maisons, on fait moins d'activité physique, on se met moins en relation avec des gens qui pourraient nous titiller sur des conférences, sur des colloques, dans des assos, même dans des discussions entre amis qui pourraient être assez animées. Et au final, on a une vie faite de réseaux sociaux où, par les algorithmes, on reste dans un entre-soi. On ne va plus aller au restaurant puis découvrir de nouveaux plats, donc on va rester sur ces petites recettes. Et en fait, on s'appauvrit en stimulation et en découverte. Et c'est vrai que se mettre un petit peu au challenge, sortir de sa zone de confort, déjà c'est vivre, c'est se mettre au contact de vraies sensations, et puis surtout d'être certain d'augmenter son capital santé. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est oui, cette hormèse, en théorie bien sûr, mais est-ce que c'est validé par la science? Ouais, c'est validé par la science de multiples façons et depuis longtemps, sauf qu'on n'utilisait pas ce mot d'hormèse. Utiliser le mot. Tu allais dire quelque chose? Non. Utiliser le mot surcompensation, si vous voulez. Celui-ci, il passera. Tapez, mais même sur PubMed, tapez hormesis, donc en anglais, le portail PubMed, vous savez, américain, ou des études scientifiques. Et je crois que cette année, il y a eu 2400 papiers ou un truc comme ça. Bref, la science, quand même, s'y intéresse depuis très longtemps. C'est juste que ce terme-là, on ne l'emploie pas souvent. Il commence tout juste à être en vogue. On le sait vis-à-vis du froid, par exemple, vis-à-vis des nageurs en eau froide on a étudié leur système immunitaire, et même les peuples scandinaves qui sont proches du froid et qui pratiquent de manière ancestrale l'alternance chaud-froid par le sauna et les bains froids. On a étudié leur système immunitaire également, on sait très bien à quel point il est beaucoup plus robuste et résilient, non seulement en nombre de globules blancs, mais surtout par la réponse en fait, immunitaire adaptée quand il y a un virus, une bactérie, peu importe. L'exercice physique, comme je vous l'ai dit, c'est, je pense, la porte de l'hormèse la plus étudiée qui soit. C'est-à-dire, dans le monde du sport, on l'a tellement étudié, l'adaptation musculaire, l'adaptation cardiovasculaire, en fait, le fait de s'améliorer à chaque fois, et heureusement qu'on s'améliore à chaque fois par stress bien géré. Sinon, on n'aurait pas des athlètes qui s'améliorent. Vous comprenez bien le principe de cette surcompensation. Sinon, il n'y aurait pas de progression. Donc, c'est toujours trouver la dose, la bonne dose qui correspond. Au niveau des respirations, idem. Tout ce qui se fait au niveau des rétentions, de la sensibilité, de notre tolérance au dioxyde de carbone dans le sang. Ça, c'est l'effet Bohr, ça a été découvert en 1904 par un médecin du même nom. Donc, ça fait plus de 100 piges. L'effet Bohr? Non? Comment l'effet, comment s'écrit? Si c'était ça, je serais très, très content. B-O-H-R. Comme Niels Bohr, mais c'est pas Niels Bohr, c'est un autre scientifique qui l'a découvert. Donc, tu ouvres n'importe quel livre de physio. Là, j'ai mon Marieb, comme tu le sais, qui m'accompagne toujours. Donc, vous ouvrez ça, qui est la référence livre de physio, au chapitre de la respiration, et on vous parle de l'effet Bohr, c'est-à-dire pourquoi le dioxyde de carbone est important à savoir accumuler dans le corps pour permettre aux globules rouges de relâcher l'oxygène. Les globules rouges que vous voyez là en dessin animé, transportant l'oxygène. Et bien, s'il n'y a pas en fait un CO2 qui leur fait pression, ils vont le garder jalousement, l'oxygène. Et ils ne vont pas le donner aux cellules. Donc, on a besoin de ça. Ben, ça se travaille. Et ça s'améliore. C'est-à-dire qu'il va y avoir une surcompensation par rapport au stress si vous faites des rétentions, un travail en apnée, etc. sur le long terme. Ça va faire améliorer la machinerie. Et encore une fois, heureusement, sinon on n'aurait pas des champions d'apnée comme Stéphane Mifsud et d'autres qui feraient des records complètement dingues avec une progressivité tout au long de leur carrière. Donc, ouais, la science est derrière tout ça depuis un bon moment. Alors, je suis obligé de rebondir sur, tu parlais de technique respiratoire d'apnée, sur ce magnifique livre, obligé. Donc, on fait un coucou à Leonardo Pelagotti, que tu connais bien, qui est en photo ici, que je montre. Voilà. Et donc, qui est instructeur Wim Hof en France, et dont tu as signé la préface de son dernier livre.
Édité où? Édité chez qui? Chez exuvie.fr, superbe maison d'édition. Les seules éditions Exuvie. Voilà. Et donc sur ce livre, là, il sort de l'imprimeur hier. Hein. Il est vraiment tout frais. Regardez. Et si vous êtes attentif, regardez les poumons. Tac, tac, tac. Même Leonardo n'est pas au courant de ce petit effet graphique. Je t'enverrai, tu verras. Et donc, Leonardo nous parle de 30 techniques respiratoires et il s'appuie sur la connaissance physiologique. Et ça va autant pour se déstresser, parce que là, c'est-à-dire que si on est stressé, anxieux, là, on est en dehors de l'hormèse, on est au-dessus de ses capacités adaptatives et on est dans un épuisement. C'est-à-dire notre système nerveux central est en saturation complète. Et ça va être justement se mettre en respiration intense pour pouvoir supporter le bain froid, mais ça va être aussi des respirations pour calmer l'insomnie ou des respirations pour préparer l'apnée, parce que dedans, d'ailleurs, il y a eu Guillaume Bourdiat, qui est apnéiste recordman du monde, qui a écrit un petit mot juste derrière. Donc la respiration, comme l'hormèse, c'est un outil, c'est pas une fin en soi. Ça nous permet de. Et aujourd'hui, comme tu le détailles, Pierre, il y a suffisamment de connaissances physiologiques pour qu'on puisse se dire ça vaut la peine de le faire. Bien sûr par empirisme, bien sûr par ressenti, mais vous voyez les méditants qui sont branchés partout, au niveau respiratoire, au niveau neuronal. Vous voyez les apnéistes, pareil. Donc ils sont étudiés parce que leurs facultés hors normes viennent d'une hormèse progressive. Et c'est ce qui fait que vous avez des records explosés. Jacques Mayol pétait des records à des âges très avancés. Parce qu'il était en progression et il adaptait son corps petit à petit. C'est sûr qu'il serait mort s'il était allé à 50 mètres du premier coup, mais de manière répétée, son corps a su être en stimulation progressive et franchir des paliers. Et je pense que c'est ça qu'il faut expliquer, c'est que j'arrive pas à digérer cet aliment, je n'arrive pas à dormir plus de temps d'heures, je n'arrive pas à gérer des situations d'angoisse, des situations de stress, je n'arrive pas à supporter le chaud, le froid. Oui, mais ça, c'est à un instantané. À un moment donné, tu vas savoir jusqu'où aller pour ne pas avoir mal au ventre, ne pas être épuisé, ne pas être grelottant, fébrile, ou ne pas être en hypersudation, simplement parce que tu auras trouvé le point d'équilibre entre la stimulation intelligente qui fait que ton corps apprend et celle qui fait que tu peux te détruire. Et ça rejoint ce que tu disais, c'est l'écoute du corps. Et ça, quelque part, ça fait partie d'une branche du développement personnel. Alors, j'aimerais que tu nous parles, toi, de l'hormèse et on va dire, de l'effort au quotidien, pas tant pour gagner au niveau de notre immunité, ce qui peut être de manière très opportuniste une bonne réflexion, mais aussi que ça nous apprend à être un humain autre et qu'on apprend à se connaître et à se grandir. C'est certain que pour appréhender le monde actuel, si on ne se connaît pas soi-même, ça va être compliqué parce que on n'est plus dans une époque qui nous permet la réflexion, de moins en moins en tout cas. Sans doute à une époque de l'humanité, on pouvait passer du temps avec soi-même et ne pas avoir autant de diversion, mais de nos jours, c'est quand même le monde des écrans, le monde d'Instagram, le monde de Facebook. C'est très difficile de trouver du temps à passer avec soi-même. Ce qui fait que on a plutôt tendance à répondre par la violence, l'émotion et non la raison. Dès qu'on est confronté à un agent stressant, un truc qui ne va pas dans la journée, quelqu'un qui nous fait une queue de poisson sur la route, peu importe. Et donc ça, au bout du compte, ça nous fait quand même nous faire passer à côté de notre vie. C'est-à-dire que si vous êtes toujours dans l'émotion et non la raison, vous n'avez pas le temps de réfléchir à comment et où va votre chemin de vie. Et si on écoute un petit peu les gens sur leur lit de mort, ce qui revient très souvent quand même, c'est j'ai pas vécu ma vie, j'ai vécu la vie des autres. J'ai pas été assez heureux, j'aurais dû faire des trucs en fait qui sont importants pour moi, c'est-à-dire ma famille, aller voir plus, etc. Pourquoi j'ai vécu la vie d'un autre, la vie de mon patron? J'ai donné tout mon temps pour mon entreprise. Enfin, vous voyez, sur le lit de mort, généralement, les gens ont ce genre de réflexion-là. N'attendons pas que la mort nous apporte ce genre de réflexion-là. Il faut vraiment le cultiver au quotidien. Et pour ça, moi, qui suis vraiment stoïcien dans l'âme, qui était vraiment fortement marqué par les stoïciens, ils ont toujours sur eux un médaillon où il y a écrit Memento Mori. Et Memento Mori, ça veut dire rappelle-toi que tu es mortel. Rappelle-toi que ça peut se terminer dans la seconde suivante, la vie, et qu'il faut vraiment profiter de chaque instant et de prendre ses propres décisions pour savoir, et en sachant vraiment ce qu'on veut soi-même. Sinon, ces décisions-là seront prises par quelqu'un d'autre, pour toi. Et on a fait cette formation autour de
en fait, des grands boxeurs de la boxe, de la résilience et de l'antifragilité avec Idriss Aberkan. Et pour l'anecdote, j'ai parlé de ça quand on a évoqué Mike Tyson. Mike Tyson il était très connu pour occuper l'espace. C'est-à-dire, on avait l'impression, les commentateurs disaient qu'il se déplaçait comme sur un échiquier et l'adversaire ne savait plus où aller parce que toutes les cases étaient déjà occupées par Mike Tyson. Il y avait cette gestion de la zone qui était incroyable et vue nulle part ailleurs. C'est vraiment une belle métaphore pour la vie. C'est-à-dire, si vous n'occupez pas les cases de votre vie, d'autres vont les occuper pour vous. À votre dépend, de toute façon, qu'ils soient bien intentionnés ou pas. Donc, ce que permet l'hormèse, c'est que, sans mauvais jeu de mots avec la situation actuelle, ça fait tomber tous les masques. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un bain froid, il n'y a plus personne, il n'y a plus le masque social que vous mettez avec vos parents, avec votre famille, avec qui que ce soit. Vous êtes vraiment seul avec vous-même. Pareil dans la douche froide, pareil en fait dans l'intensité, dans l'effort que tu as évoqué tout à l'heure au quotidien. C'est-à-dire me placer dans l'effort, me placer dans l'inconfort. C'est vraiment un cadeau de Noël à chaque fois maintenant pour moi parce que je vais voir mes qualités et mes défauts, je vais voir mes réflexions récentes et les celles qui sont passées, et parfois avoir des réflexions vraiment profondes sur des choses qui, sinon, j'y aurais pas pensé. Sinon, dans le confort, dans le douillet, il n'y a pas quelque chose qui survient de très constructif. Le vivant n'a jamais évolué dans du confort. Donc, c'est ça que ça permet à l'hormèse, au quotidien. Mais il ne faut pas que ce soit par coercition et dogmatisme. C'est-à-dire, bon, voilà, j'ai écouté Pierre et Fabien aujourd'hui, j'y vais demain et je me force à le faire parce que c'est bon pour la santé. Surtout pas. Il faut vraiment tâtonner et trouver ce qui vous plaît. Et il faut, comme dirait Mark Twain, it doesn't have to be fun to be fun. Donc, il ne faut pas forcément que ce soit fun pour que ce soit fun. L'intensité et l'inconfort, ok, ça pique, ok, ça fait mal, mais vous allez y retourner parce que vous devenez accro à la vie. Vous expérimentez vraiment la vie comme pour la première fois vous êtes tombé amoureux. Vous êtes allé le plus loin possible en dehors de votre équilibre. Là, le cœur, tout s'est emballé, les hormones, etc. Et pourtant, quelle sensation! C'est vraiment ça l'expérimentation de la vie. Là, vous êtes sorti vivant. Donc c'est ça en fait l'hormèse. C'est aller voir dans cette intensité-là pour se connaître soi-même. Et pour ensuite savoir naviguer et avoir on ne vous la fait plus. Une fois que vous avez ce pourquoi-là dans votre vie, vous pourrez entendre tous les opinions et les avis d'un tel qui dira « Ah, mais moi j'ai lu que tu vois, le bain froid et la douche froide, il faut que tu fasses plutôt 30 secondes plutôt que 40 secondes. » Et puis il paraît que c'est mauvais de manger de la viande rouge et c'est mauvais de manger des crudités. Tu vois, donc Micheline qui a lu ça, et puis la grand-mère, et puis la tante de trucs qui a lu ça dans un magazine et qui vous sort, en fait, qui fait juste un travail de perroquet. Si vous vous connaissez pas vous-même, vous êtes en proie au doute, vous direz, ah mais en fait, peut-être que je fais une connerie là. Si par contre, vous avez trouvé ce qui vous correspond à vous, et vous vous connaissez, dites, ouais, t'es bien gentil, ça c'est ton opinion, elle vaut ce qu'elle vaut, moi je continue mon chemin de vie. Voilà, c'est ça pour moi être antifragile. Super définition, et je pense que ça fera écho à tout le monde. Quand on essaie de sortir un peu de notre cadre ou du cadre général, eh bien, on peut avoir une tendance à se faire un peu fustiger ou alors déclencher des peurs chez les autres et donc à ce que ces peurs soient verbalisées et deviennent possiblement des inquiétudes. Et donc, c'est là où justement la sagesse, la recherche d'informations, puis surtout l'écoute personnelle et individuelle. Alors, ce que je te propose, Pierre, c'est qu'on prenne des premières questions sur cette thématique-là de l'immunité, de l'hormèse, du renforcement ou de la fatalité par rapport à la maladie. Donc allez-y, si vous souhaitez nous poser des questions à Pierre et à moi, je fais l'animateur. Avec plaisir, les amis. Faites-vous plaisir dans le chat. Balancez-nous vos questions. Voilà. Balance ton poste. Balance ton poste. Et en attendant la première question, tu me couperas dès qu'il y a une question, mais par rapport aux émotions dont tu parlais tout à l'heure, tu disais si vous êtes anxieux, si vous êtes angoissé, etc., vous n'êtes plus dans l'hormèse et vous devez retourner dans le parasympathique. Et derrière ça, parfois, il y a des gens qui, très rapidement, vont faire un raccourci et se dire « Ah ouais, ça c'est négatif. L'anxiété, c'est négatif. Ce stress-là, c'est négatif. Cette angoisse que j'ai par rapport au lendemain, c'est négatif. » Il n'y a rien de bon
et de mauvais dans la vie. Hein. Ce manichéisme, il faut vraiment en sortir. Et pour ça, je vais citer un être qui nous est cher, qui s'appelle Alexandre Astier, qui, en parlant de Louis de Funès, disait « La leçon que nous a léguée Louis de Funès, c'est qu'il n'y a les notions de trop et de pas assez sont caduques. Il n'y a que le juste. Louis de Funès, c'est trop tout le temps. C'est une machine de guerre. Mais pourtant, ça passe. Et c'est même parfait, c'est juste. Donc, trop ou pas assez, non, tout est contextuel. Vraiment, c'est ça qu'il faut retenir. Il n'y a que le juste qui compte. L'anxiété, l'angoisse, etc. En fait, l'anxiété, c'est une accumulation d'énergie inexprimée. C'est-à-dire, je suis anxieux pour un truc, mon corps me dit qu'il faut que je change quelque chose dans mon quotidien, je ne le fais pas, ça fait augmenter mon angoisse et c'est un cercle vicieux. Il faut passer à l'acte. Donc en fait, si j'avais pas d'angoisse et d'anxiété et de peur du lendemain, je ne changerais pas quelque chose dans ma vie. Donc en fait, elle me sert cette émotion-là. Elle me pousse à l'action. Donc encore une fois, ne tombez pas dans le panneau de vous dire ça c'est bien, ça c'est mal. Soyez dans la neutralité, accueillez les choses. Super. Eh ben, je pense que ça va inspirer pas mal de monde, puis surtout rassurer, je dirais plutôt que d'inspirer, parce que on est tous un petit peu à se mettre en comparaison, puis à se dire je suis trop, je suis pas assez. Donc beaucoup de vigilance par rapport à ça. On nous dit que l'épigénétique a supplanté la génétique depuis longtemps. Alors, c'est pas vraiment une question, c'est une remarque. Est-ce que tu pourrais détailler toi un peu là-dessus, sur cette opposition en fait qu'on ferait, mais alors qu'il y a une complémentarité, mais qu'est-ce que tu dirais sur les 2 dernières générations comme équilibre ou déséquilibre qu'il y a eu avec l'épigénétique et la génétique? Ouais, c'est-à-dire qu'on nous a vendu la génétique comme étant l'alpha et l'oméga dans les années 70. Voilà, c'est-à-dire, si vous connaissez votre code génétique, je peux vous dire, ce bébé-là, il fera 1m80, il aura les yeux bleus, il sera médecin, il aura telle capacité cognitive, etc. Ça, c'était la génétique du genre, tout est prédéterminé. L'épigénétique est arrivée vraiment à contre-courant de tout ça pour nous dire non, il y a quand même l'environnement, le facteur environnemental qui va influencer sur l'évolution de cet être. Donc, ça a été un soulagement, je pense, pour beaucoup de monde, parce qu'on s'est collé la génétique pendant quand même longtemps dans l'histoire de l'humanité, et ça a fait beaucoup de mal, je pense. Et ça, c'est la même transition qu'il y a eu entre la physique newtonienne et la physique, la révolution de la physique quantique, où depuis Newton, on pensait que si on avait une intelligence infinie, que je connaissais tous les paramètres de mon environnement, la température, les insectes, tout, si j'avais cette intelligence infinie-là, je pourrais prévoir le prochain événement. Ben ça, c'est faux. Parce que dans le monde réel, comme dirait Jean-Claude Van Damme, 1 + 1 = 3. C'est-à-dire, il y a des propriétés émergentes. Si vous mettez 2 choses ensemble, comme l'hydrogène et l'oxygène, ça fait de l'H2O, ça fait du liquide. Donc vous mettez 2 gaz ensemble, ça donne du liquide. C'est une propriété qui émerge. Et donc le tout est toujours différent de la somme des parties. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre comme changement de paradigme. Et ces propriétés émergentes-là, ça veut dire que l'avenir n'est pas prédictible. Et c'est très puissant, ça, comme changement de paradigme et de système de pensée. Parce que ça veut nous dire que on doit faire face et être capable de faire face au hasard et à la volatilité quotidienne, parce que c'est pas possible de tout prévoir. Donc il ne faut pas chercher à éviter les agents stressants mordicus, il faut devenir bon à les gérer. Donc le renforcement, tout azimut. Merci Pierre. Autre question pour le renforcement. Alors, il y a 2 questions, une de Neymar et une de Robin de Bruxelles, si je me souviens bien. Ah, j'ai perdu la question parce qu'il y en a plusieurs qui arrivent, mais je vais la retrouver. Je vais déjà prendre celle de Robin. Comment savoir quand on est dans une démarche dogmatique ou simplement expérimentale? Car quand on est dans l'effort, je trouve que reconnaître la différence entre les deux n'est pas si simple. Très bonne question. Déjà, si tu es dans l'effort, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire que si tu es dans quelque chose qu'on ne peut pas te piquer, je dis souvent, doutez de tout sauf de vos efforts. Donc si tu es dans quelque chose qui est intense et que tu ressens ça comme de l'effort, ça veut dire que tu t'écoutes toi-même et que tu dis « Ah ouais là, je suis en train de faire un truc qui me challenge,
Et je sens que mon cœur bat plus vite. Je sens que je suis essoufflé. Je sens que, bon, tu auras beau suivre un programme que tu as trouvé sur Internet, de circuit training, intervalle, ou de musculation, ou de course à pied, ce que tu veux, peu importe le cadre que tu as trouvé, si vraiment tu es à l'écoute personnelle de toi-même, moi, ça me va. Le problème, c'est quand les gens sont vraiment dans la métrique, c'est-à-dire, aujourd'hui, je dois faire un entraînement, je dois courir 5 fois à 800 mètres en moins de 3 minutes. Bon, bah, c'est le coach qui m'a dit ça, je le fais, mais en fait, je vais valoriser mon entraînement selon le fait que j'y arrive ou j'y arrive pas. Si j'arrive pas à faire ça, bah, je suis nul. Et si je suis arrivé, bah, je vais sûrement rendre mon coach fier de moi. Mais voilà, le bien ou le mal, c'est vraiment, ça devient une espèce de religion où on donne à quelqu'un d'autre, à un dogme, la possibilité de nous rendre heureux ou malheureux. Moi, j'appelle ça la religion de la balance. Comme les gens qui essayent de perdre du poids, moi, ça a été une grosse problématique dans ma vie. Perdre du poids, si vous voulez passer de 80 à 70 kilos, et que vous montez tous les jours sur votre balance, avec une approche avec un objectif comme ça de quantitatif, avec cette métrique-là, c'est la mise en place, en fait, la mise en œuvre d'un échec quotidien. C'est-à-dire, tous les matins, vous ne ferez pas 70 kilos, ce sera un échec. Et ce sera la balance qui vous dira si vous devrez être heureux ou malheureux aujourd'hui. Il faut vraiment, vraiment faire attention à ce genre de piège-là. Et en fait, arriver, je sais que je n'ai pas une clé magique pour vous donner ça, mais à part le bidouillage, en fait, et le bricolage quotidien de l'écoute de soi pour trouver ce qui vous correspond à vous. Et trouver le moment où, dans le processus, vous prenez plaisir. Ok. Alors justement, là, ça rejoint, enfin, tu fais une rampe de lancement pour la question de Naïma au quotidien. Ces derniers temps, j'essaie les douches froides, mais pour l'instant, je n'arrive pas à aller en dessous de 19 degrés. Est-ce que cela me permet d'entrer dans le processus de l'hormèse? Ça, c'est une question c'est un type de question qu'on doit souvent te poser et que tu avais un petit peu détaillé en début d'entretien. C'est ça. Et je pense, tu vois, Fabien, je pourrais te demander la même chose, sauf que j'enlève un terme et je dis j'ai essayé le jeûne intermittent, mais j'arrive pas encore à jeûner 16 heures. Est-ce que je suis dans le processus de l'hormèse? Tu vois, on est dans la même, en fait, approche quantitative. Et tant que vous poserez des questions qui commencent par combien, il y a de grandes chances que vous faites fausse route au niveau de votre réflexion. Il faut vraiment sortir de ça. C'est-à-dire que 19 degrés, si ça te met au challenge, si c'est froid pour toi, si tu ressors de là avec une sensation de chaleur, un super moral, des niveaux d'énergie sur toute la journée qui sont top, ben, ça me va. C'est ça qu'on recherche. On recherche le rebond, le regain. Si par contre 19 degrés, tu es frileuse toute la journée, tu as un moral dans les chaussettes, le soir, tu te dis, oh punaise, j'ai pas envie de demain matin reprendre cette douche froide, et la narration interne est négative, eh ben c'est pas bon. C'est que le stress est trop intense ou trop long. Donc, la température de l'eau est à changer. Donc, c'est là où on trouve tous les problèmes des études scientifiques qui font des moyennes comme ça, qui vont te dire, c'est vrai que les processus hormétiques, on a l'impression qu'ils adviennent aux alentours de 14 degrés, c'est-à-dire la réaction du corps. Mais ça, l'étude scientifique qu'ils ont fait, ils ont pris un panel de 20 personnes, qui autant avaient des âges complètement disparates. Et si vous voulez traverser, le meilleur moyen de se noyer dans une rivière, c'est de traverser une rivière qui a 1 mètre de profondeur en moyenne. Ça ne veut rien dire, 1 mètre de profondeur en moyenne. Autant la rivière, elle est comme ça. Vous voyez, la surface est là, elle est comme ça. Alors en moyenne, ça fait 1 mètre, sauf qu'au milieu de la rivière, vous allez vous noyer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les moyennes et les études scientifiques, il faut faire très attention. Ce qui est important, c'est le retour du corps. C'est les informations, ce qu'on appelle interoceptives, c'est-à-dire les informations afférentes qui remontent au cerveau pour vous donner des infos. Et vos signaux cliniques. Donc, 19 degrés, si c'est ton hormèse qui te permet d'avoir un gain, bon. Et ben voilà, Naïma, te voilà rassuré. En fait, ce qu'on entend dans ce que tu dis depuis 3/4 d'heure, c'est que là où l'hormèse, on entend souvent de manière vulgarisée, c'est la force, c'est la violence, c'est l'extrême. Toi, c'est plutôt la justesse
et quelque part le respect et l'écoute et une forme de douceur en fait, par rapport aux objectifs souvent qu'on se met ou aux pressions qu'on subit ou desquelles on veut sortir violemment. C'est plutôt ça. C'est un résumé parfait, cher ami. Moi, j'ai une expression qui dit arrêtez d'être métaboliquement insultant. C'est-à-dire, vous nagez à contre-courant de votre physiologie sans arrêt. Soit en faisant pas assez, soit en faisant trop. Mais les deux sont pas bons. Il faut être juste, comme Louis de Funès. Juste, juste, juste. Il n'y a que ça qui compte. Il faut que ça vous corresponde. Il faut que ça corresponde à votre corps, à votre esprit, à votre âme. En fait, pour citer un rappeur avec qui j'entretiens des liens d'amitié de plus en plus forts et que j'aime énormément, qui s'appelle Nick MC, Nikemsi, qui vient de sortir un album justement avec Idriss Aberkan en collaboration. Dans un titre, il y a une phrase qui dit « Naïveté, redonne-moi ton adresse ». Et c'est vraiment la naïveté de l'enfance où il y va sans se poser une question. Et comme disait le poète T.S. Eliot, en anglais, c'est « Oh, do not ask what it is ». Oh, surtout ne demande pas ce que c'est. Quand vous rentrez dans une pièce, quand vous rentrez en conversation avec quelqu'un, quand vous faites quelque chose de nouveau, ou même quand vous faites quelque chose que vous avez l'habitude de faire, soyez un réceptacle vide. Et comme dirait encore Bruce Lee, pour citer encore un grand monsieur, « Be water, my friend », soit l'eau. Soit l'eau qui rentre dans le réceptacle, soit le réceptacle aussi. Soit vraiment dans la passivité et l'observation du vivant. Et si tu es vraiment adogmatique comme ça à l'écoute, il n'y aura pas de problème. Bah écoute, Pierre, merci beaucoup pour ces partages, pour cet échange. Ravi de t'avoir accueilli sur cette nouvelle chaîne et sur ce nouveau format. Bien sûr qu'on fera des choses ensemble, des natures au chaud, ça semble indispensable, mais on est très occupés l'un et l'autre, mais on trouvera le temps parce que c'est toujours un plaisir. En tout cas, j'espère qu'à vous, à travers votre écoute et les questions que vous avez pu poser, ben, vous avez été inspirés à vous positionner autrement, puis à déclencher quelques velléités d'actions salutaires pour vous qui seront forcément inspirantes sur vos proches parce que eh bien, derrière notre côté naïf ou notre côté un peu bougon, on a tous envie de rayonner, d'être heureux et d'être plus au service de nous-mêmes. Pierre, est-ce que tu veux rajouter un mot? Oui, évidemment, rajouter un mot pour te remercier tout ce que tu fais. Dernièrement, surtout, tes engagements, je l'ai dit au début d'entretien, mais je pense qu'un homme et une femme, un homme avec un grand H, doit s'engager. Une fois on ne peut donner qu'à partir de son débordement. L'hormèse, c'est une stratégie du surplus. Le monde qu'on nous propose, c'est une stratégie de la dette, c'est-à-dire on vous accorde le droit d'être inadapté. Vous êtes inadapté, vous pouvez vous endetter, vous inquiétez pas, il y a la banque pour vous couvrir, vous avez le droit d'être en dette. La physiologie, ne tombez pas dans ce panneau-là, parce que la surmédication, etc., c'est en fait une stratégie de la dette. Soyez dans le surplus. Mais avant d'être dans le surplus, il faut être sûr qu'on déborde. Donc n'allez pas trop vite, sinon vous allez vous cramer. Cette stratégie du surplus et de donner autant et de s'engager socialement, ce que tu es en train de faire là, c'est très beau et je suis très fier d'être ton ami et d'être dans les parages, tu vois, de cette aventure-là, parce que on est dans un moment de transition qui est passionnant, qui est dur aussi, parce que c'est un moment de transition, et comme tous les moments de transition, ça fait mal aussi. Mais je pense qu'il y a de belles choses qui vont émerger de tout ça. Et bravo pour tout ce que tu fais. Bravo pour cette nouvelle chaîne. Et je suis très fier de pouvoir repasser de temps en temps faire un coucou. Voilà, tu vas être le tonton. Avec plaisir. Prenez tous soin de vous, prenez soin des autres, soyez bienveillants avec vous-même. Et on se dit à très très vite. Et à bientôt.